Bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'économie. Une femme qui résiste et qui rebondit, Anne Lauvergeon est en piste pour devenir la future présidente de ADS. Sa candidature, soutenue par la France, doit encore être approuvée par le conseil d'administration. Atomic Anne, comme on la surnomme dans la presse internationale, revient donc en force après avoir été écartée d'Areva sous Nicolas Sarkozy. Précision d'Axel Simon. Atomic Anne, prête à changer d'industrie. L'ancienne patronne d'Areva pourrait être nommée au conseil d'administration de ADS, la maison mère de l'avionneur Airbus. En été 2011, son mandat à la tête du premier groupe nucléaire mondial n'avait pas été renouvelé par l'Élysée. À l'époque, le conflit ouvert avec le patron d'EDF, proche de Nicolas Sarkozy, avait eu raison du poste de l'ancienne Sherpa de Mitterrand. Selon Bercy, cette proche du Parti socialiste a toutes les qualités requises pour occuper un poste hautement stratégique, y compris la présidence. C'est une femme qui a de grandes qualités, qui doivent être pleinement utilisées. Et nous sommes favorables à ce qu'elle se le soit. Mais en même temps, respectons les structures de gouvernance, comme on dit de l'entreprise. C'est le comité de rémunération se prononce, puis le conseil d'administration, puis l'assemblée générale. Mais il me semble qu'en effet, elle a toutes les qualités pour jouer un rôle majeur, son énergie, ses compétences industrielles chez EADS. Un an et demi après son éviction d'Areva, Anne Lauvergeon profite de la mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein de ADS, de nouvelles règles de structuration du capital qui sont la conséquence de l'échec du rapprochement avec le britannique BAE l'an dernier. Les parts des industriels fondateurs français et allemands Lagardère et Daimler sont plus limitées. L'État allemand est monté à 12% du capital, à stricte égalité avec l'État français qui a dû réduire d'autant sa participation. D'après le nouveau pacte d'actionnaires, côté français, 2 représentants doivent figurer au conseil d'administration. L'autre personnalité pressentie est Jean-Claude Trichet. L'ancien patron de la BCE sera membre du conseil d'administration et Anne Lauvergeon pourrait en devenir la présidente. En France, PSA Peugeot Citroën n'a pas pu faire repartir la production ce matin à Aulnay. Les grévistes ont occupé le site. Les chaînes de montage étaient à l'arrêt depuis 10 jours. Les syndicats protestent contre la fermeture de l'usine prévue en 2014. Et pendant que les constructeurs européens se débattent avec la crise et la baisse de la demande sur le vieux continent, leurs concurrents japonais battent des records. Toyota retrouve sa place de champion du monde en 2012 devant General Motors. 9 750 000 véhicules vendus. Derrière lui, Nissan, dont Renault est le premier actionnaire, a vu ses ventes augmenter de près de 6%. Très bon millésime aussi que cette année 2012 pour Honda. Et puis toujours dans le secteur automobile, Renault, Nissan, Ford et Daimler donnent un coup d'accélérateur à la pile à combustible. Les 3 constructeurs s'associent pour limiter les coûts de développement. Objectif, commercialiser le premier véhicule à hydrogène en 2017. Les marchés terminent en ordre dispersé en Europe. Paris est stable à plus 0,07%. Londres s'apprécie de 0,16%. Francfort recule de 0,32%. Et pourtant, des chiffres encourageants en provenance des États-Unis. D'abord, les commandes de biens durables qui ont augmenté de 4,6% en décembre, c'est bien plus que prévu, signe que l'investissement repart outre-Atlantique. Et puis les bons résultats de Caterpillar, le premier constructeur mondial d'engins de chantier, bénéfice net en hausse de 15% entre 2011 et 2012, un signe de plus que l'activité économique repart aux États-Unis. Toujours au chapitre des résultats, Ryanair gonfle ses bénéfices grâce à une augmentation de ses tarifs fin 2012. Profit 18 millions d'euros dernier trimestre après avoir augmenté ses prix de 8%. Du coup, la compagnie à bas coût relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice entier 2012-2013. Il est pratiquement clôturé dans 2 mois. Le résultat après impôt devrait s'élever à 540 millions, soit 7% de plus que l'année dernière. L'argent public a-t-il vocation à sauver une banque privée? L'Islande avait répondu par la négative en refusant d'indemniser les clients d'Ice Save, ruinés par la crise des subprimes. Parmi les créanciers lésés, il y avait des Britanniques et des Néerlandais. Londres, La Haye et la Commission européenne avaient porté plainte. La Cour européenne de libre-échange a tranché en faveur de Reykjavik. Les juges ont tranché, ils se sont rangés du côté de l'État islandais. Selon la Cour européenne de libre-échange, Reykjavik a eu raison de ne pas utiliser l'argent des contribuables pour renflouer une banque privée fragilisée par la crise des subprimes. Un jugement salué par l'État islandais. Je suis sûre que cela va avoir un impact très positif en Islande. Cela va contribuer à la reconstruction du pays. Les agences de notation vont peut-être réviser leurs appréciations.
L'affaire remonte à la crise financière de 2008 lorsque 3 des plus grandes banques du pays ont fait faillite. Landbanski est l'une d'entre elles. Elle a emporté dans sa chute iSave, l'une de ses banques en ligne. Les dépôts de centaines de milliers de clients en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ont été gelés. Londres et La Haye ont mis la main au portefeuille pour rembourser leurs ressortissants à hauteur de 3,9 milliards d'euros, tout en réclamant à l'État islandais de payer la facture. Nous demandons en justice que l'État islandais rembourse à ses clients l'argent qu'ils ont déposé dans les branches britanniques de ces banques et qui ont été perdus. 4 ans plus tard, le verdict déboute les Britanniques, les Néerlandais et la Commission européenne qui s'est jointe à la plainte. L'Islande est donc en droit de refuser de rembourser les épargnants étrangers, et ce malgré une directive européenne qui garantit le dépôt des épargnants. Une décision de justice qui confirme un référendum organisé en 2011. Les Islandais avaient estimé que l'argent public du pays n'a pas vocation à renflouer des banques privées en faillite. Sur le principe, donc, l'Islande a fait reconnaître la non-obligation de renflouer une banque privée avec des fonds publics, mais en pratique, elle garde de bonnes relations avec ses voisins puisqu'elle a passé un accord avec les États britanniques et néerlandais et remboursera les clients étrangers d'iSave à partir de 2016. Boris Picano-Naci, lui, va devoir rembourser. Ce trader de 37 ans qui spéculait sur le marché des dérivés a fait perdre 751 millions d'euros à la caisse d'épargne. La banque a porté plainte pour abus de confiance. Bilan, 2 ans de prison avec sursis et 315 millions d'euros d'amende. Boris Picano-Naci assure que sa hiérarchie savait. La caisse d'épargne a fait savoir, je cite, qu'elle pratiquerait le recouvrement avec tact, intelligence et discernement. La Deutsche Bank, dans le collimateur de la BaFin, le gendarme allemand de la finance, ouvre une enquête spéciale, le plus haut degré d'investigation, contre 4 établissements, dont Portigon et la Deutsche Bank. Objet du litige, la manipulation de l'Euribor, le taux interbancaire pratiqué en zone euro. En tout, une quarantaine d'établissements contribuent à fixer ce taux qui conditionne une multitude de produits financiers. En France, la guerre des opérateurs téléphoniques fait rage et Orange vient de griller la politesse à SFR. L'opérateur historique annonce 24 heures avant son concurrent le lancement d'un réseau 4G à Paris. Premier quartier servi, Opéra, avant l'ensemble de la capitale française d'ici la fin de l'année. SFR avait fait de la 4G un argument marketing pour se démarquer de la concurrence et sortir de la logique du low cost. Puis à l'échelle mondiale, c'est Google qui dame le pion à Twitter dans la guerre des réseaux. Google+ devient numéro 2 mondial derrière Facebook, mais devant Twitter en termes d'utilisateurs. Une croissance qui s'explique notamment par le succès du système Android développé par Google et qui équipe de plus en plus de smartphones sur la planète. Que cela ne vous empêche pas d'adresser vos questions ou vos remarques sur mon compte Twitter. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.